Bienvenue pour la seconde partie de notre programme où nous continuons notre rencontre d'ambassadeurs qui vont nous parler plus précisément de la crise migratoire vue depuis Berlin, Bruxelles ou encore l'Office des réfugiés. Et puis, pour finir, un footballeur. Allez, on va à la rencontre. L'image a fait le tour du monde. Le corps d'Eylan Kurdi, un enfant syrien de 3 ans, rejeté sur une plage. Eylan est l'un des 3700 migrants décédés alors qu'il tentait de rejoindre l'Europe en 2015. Avec 3165 noyés jusque-là, l'année 2016 promet d'être encore plus meurtrière. Peu après la mort d'Eylan, l'Allemagne décidait d'ouvrir ses frontières aux réfugiés. L'Allemagne est un pays fort, nous pouvons le faire. Berlin décide de renforcer ses capacités d'accueil et demande aux autres pays européens de partager le fardeau. David Cameron et François Hollande ont répondu par des engagements limités. 20 000 migrants syriens pour le Royaume-Uni, 24 000 pour la France, répartis sur plusieurs années. Mais après des semaines d'arrivées massives et de critiques au sein de son propre parti, Angela Merkel rétablit finalement le contrôle aux frontières. Néanmoins, selon l'Organisation internationale pour les migrations, ils étaient plus d'1 million à atteindre l'Europe en 2015. En mars dernier, l'Union européenne a donc décidé de signer un pacte controversé avec la Turquie, permettant de réduire drastiquement le nombre de réfugiés arrivant sur les côtes grecques. Du coup, beaucoup tentent désormais le passage par l'Italie, plus de 100 000 cette année. Une traversée beaucoup plus longue et plus dangereuse. La Méditerranée reste plus que jamais le cimetière des espoirs des migrants. Nous allons en parler aujourd'hui avec un nouvel ambassadeur. Il s'agit de Philippe Etienne, bonjour, ambassadeur à Berlin, qui connaît bien aussi l'Europe de l'Est. Alors, on dit quand même que Angela Merkel est pour le moins en difficulté dans les sondages, alors qu'elle aurait peut-être la prétention de briguer un 4e mandat, en raison de la crise migratoire. Le débat sur les réfugiés reste très vif en Allemagne, même si l'arrivée des réfugiés a un peu ralenti depuis mars dernier. C'est un très grand débat, effectivement, l'opinion, même parfois au sein des mêmes partis ou dans les mêmes groupes sociaux, est divisée. Certains sont pour, certains trouvent qu'on a été trop loin. Donc c'est un très très grand débat dans la vie politique, dans la société allemande. Évidemment, cela a des conséquences sur la politique intérieure, sur les sondages, sur les élections qui ont lieu de temps en temps dans les Länder. Tout ça en vue des élections fédérales, les élections nationales qui sont prévues en septembre 2017. Et donc une chancelière qui est maintenant challengée aussi un peu à l'extrême droite, il faut le dire, par l'Alternative für Deutschland, c'est-à-dire un parti qui est maintenant clairement et ouvertement xénophobe. Alors, c'est un parti relativement jeune, qui, dans un premier temps d'ailleurs, s'était tellement divisé qu'il semblait aller vers la disparition, et qui s'est relancé ces derniers mois, notamment dans le contexte de cette crise des réfugiés. Il est effectivement sur des lignes que l'on connaît dans d'autres pays. C'est un fait relativement nouveau en Allemagne. Il atteint des scores, effectivement, lors des dernières élections régionales qui sont relativement importants, qui vont de 10-15% jusqu'à 20-25% dans certaines régions seulement. Maintenant que les Britanniques ont filé à l'anglaise, en quelque sorte, avec le Brexit, est-ce que cela va renforcer la dominance allemande que beaucoup ont décriée en Europe? En tout cas, cela renforce dans un premier temps la nécessité que l'Allemagne et la France, et ils le font aussi avec d'autres pays comme l'Italie, on l'a vu, ou la Pologne, on l'a vu aussi ce dernier week-end, travaillent à des projets pour donner une nouvelle impulsion au projet européen, mais à 27. Nous sommes 27, nous restons 27 et nous avons des idées communes avec les Allemands. Bien sûr, les Allemands vont jouer un rôle important, mais je crois qu'ils souhaitent eux-mêmes, et c'est évidemment aussi notre désir, le jouer avec la France. D'ailleurs, on l'oublie de moins en moins, on a un président qui est plutôt socialiste et une chancelière qui est chrétienne-démocrate. Est-ce que ça ne va pas recommencer à jouer un rôle dans ce tandem franco-allemand? 2017, année électorale en France et en Allemagne. Et on dit d'ailleurs que ça va, en quelque sorte, justement laisser l'Europe un peu chancelante et en panne de leadership.
Alors, chancelante, je ne sais pas. Il y a des élections tous les ans dans plusieurs pays. D'ailleurs, l'année prochaine, il y en a aussi aux Pays-Bas, par exemple, c'est aussi un pays important. C'est évidemment, nous sommes dans des démocraties, ce sont des réalités qui ont des conséquences dans les négociations. Quand il y a une élection dans un pays, ce pays, pendant quelque temps, se concentre sur ces élections, sur la formation du gouvernement issu des élections. Mais ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes, vous avez raison quand même de poser la question, dans une situation un peu particulière. Beaucoup de défis se posent à l'Europe. Et je crois que c'est précisément pour éviter qu'il y ait une pause trop grande qui ne serait pas acceptable par rapport à ces défis, qu'il y a cette mobilisation aujourd'hui, après le référendum sur le Brexit, pour que nous partions à la fin de cette année, au début de l'année prochaine. En mars de l'année prochaine, nous allons célébrer l'anniversaire du traité de Rome, sur des initiatives concrètes dans des domaines quand même importants, comme la défense européenne. Merci Philippe Etienne d'avoir été en notre compagnie. Nous poursuivons notre exploration des grands enjeux européens de cette rentrée en compagnie d'un homme qui connaît bien les coulisses de Bruxelles. Il s'agit de Pierre Sellal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne. Vous l'avez été à de nombreuses reprises. Alors, évidemment, on s'interroge beaucoup depuis ce vote concluant au Brexit, depuis donc le 23 juin en Grande-Bretagne. L'Europe semble désenchantée. Sur quel sujet concernant pour les citoyens s'accorder et progresser surtout rapidement? Je crois qu'il y a un sujet qui s'impose à la fois dans l'actualité et parce que ça correspond à ce que les citoyens attendent d'une autorité publique, d'une autorité politique, c'est la protection et la sécurité. Nous vivons dans un moment où nos compatriotes, mais beaucoup d'Européens, ont un sentiment d'insécurité. Avec ce qu'on appelle dans le jargon un continuum entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Or, si les institutions européennes, si l'Union veulent regagner la confiance des citoyens, elles doivent démontrer qu'elles sont capables d'apporter de la protection. Alors, début septembre, sommet de l'Europe du Sud attendu en Grèce, avec notamment la France, les autres pays méditerranéens. La Grèce et ces pays du Sud qui n'ont pas résolu ni leurs problèmes économiques, ni celui de la pression migratoire sur les côtes. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des solutions? Il y a des solutions, elles sont difficiles, mais elles reposent sur deux mots. Ce qui résume la politique qu'on essaie de mener depuis 2 ans, notamment vis-à-vis de la Grèce, mais également de l'Italie, responsabilité et solidarité. Responsabilité parce que ce qui caractérise la Grèce comme l'Italie, c'est d'être en première ligne dans l'accueil des réfugiés, dans l'accueil des migrants. Et il y a une responsabilité de leur part à faire en sorte qu'il puisse y avoir, à l'arrivée de ces migrants, de ces réfugiés, une capacité de les identifier, de les contrôler, et ensuite de réaliser cette opération à la fois si nécessaire et si difficile, de distinguer entre ceux de ces migrants qui relèvent d'un statut de réfugiés, qui doivent bénéficier d'une protection, et ceux qui sont des migrants qu'il convient d'accompagner dans leur pays d'origine de la manière la plus humaine et la plus digne possible. Ça, c'est la responsabilité des pays de première ligne. Mais les enjeux sont tels aujourd'hui, la pression a été si forte depuis 2 ans qu'il y a un besoin de solidarité. Assistance, moyens matériels, moyens humains. Que les pays de l'Est de l'Europe ne sont pas du tout prêts à partager. Leurs opinions sont franchement hostiles au partage de ce fardeau des réfugiés et il y a même des référendums qui s'organisent en Hongrie contre l'admission de ces réfugiés de quota. C'est vrai qu'il y a une réticence de bon nombre d'États membres, et qui ne sont pas exclusivement en Europe centrale et orientale, vis-à-vis d'un mécanisme obligatoire de répartition des réfugiés ou des migrants. En revanche, il y a une prise de conscience partout en Europe de la nécessité d'avoir davantage de solutions collectives. Prenons un exemple, la frontière extérieure. Pendant très longtemps, en fait jusqu'à ces derniers mois, elle était considérée comme relevant de la compétence nationale. C'était un paradoxe. Nous sommes dans l'espace Schengen, dans un espace de libre circulation, et le contrôle exercé à la frontière extérieure
est fait au bénéfice de l'ensemble des membres de cet espace de libre circulation. La pression a été telle que nous ne pouvons plus continuer comme cela. Et nous avons décidé, l'accord date de quelques mois, même quelques semaines, de mettre en place une véritable agence de garde-frontières et de garde-côtes européens. C'est une chose dont on parle depuis 20 ou 30 ans. Eh bien, ce qui démontre que les crises ont parfois cette vertu en Europe d'être des opportunités pour progresser, pour aller davantage vers des solutions collectives. On a réussi à mettre en place, dans son principe au moins, parce que maintenant il va s'agir de la mettre en œuvre concrètement, cette agence des gardes-frontières et des gardes-côtes européens. Merci Pierre Sellal de cet entretien. Nous poursuivons avec vous, Pascal Brice, bonjour, sur le sujet très important pour l'Europe des migrations, puisque vous êtes depuis décembre 2012 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Alors l'OFPRA, c'est un établissement public qui a été créé en 1952 pour faire respecter précisément les conventions, les accords, les arrangements internationaux concernant la protection des réfugiés. Est-ce que vous diriez que vous êtes parfaitement satisfait de l'Europe en la matière, qu'elle est tout à fait respectueuse de ces conventions? Vous savez, lorsque vous êtes là pour protéger des réfugiés, des hommes, des femmes, des enfants qui fuient des guerres, des persécutions de tous ordres, vous n'êtes jamais satisfait. Parlant de l'Europe, je crois que l'Europe a progressé dans la réponse collective. Après, une phase d'indifférence d'abord, parce que les personnes, on l'a oublié, mais il y a près de 2 ans, se noyaient en masse en mer Méditerranée dans l'indifférence généralisée. Puis ça a été la division, la réponse en ordre dispersé. Et depuis lors, des réponses sont apportées. Le contrôle des frontières extérieures, ces fameux hotspots où les personnes qui relèvent du droit d'asile doivent être protégées, la réinstallation depuis les pays comme la Turquie, le Liban, la Jordanie qui accueillent en masse des réfugiés que nous devons, et ce sont les missions de l'OFPRA sur place, accueillir en France. Avec beaucoup de réticence quand même de la part des pays de l'Est qui considèrent que le droit d'asile, ça ne va pas de soi. Oui, parce que ça renvoie effectivement à ces divisions dont je parlais, qui ne sont pas une surprise, parce que d'abord il y a eu cet effet de masse. À un moment donné, nous ne sommes plus dans cette situation-là, mais souvenons-nous de ces plus d'1 million de personnes qui arrivaient avec une sensation d'absence de contrôle, et puis des traditions historiques différentes. Il faut encore aussi harmoniser entre les Européens ce droit d'asile, les critères, les définitions des pays sûrs, toutes choses qui progressent assez lentement finalement. Alors en réalité, les différences ne sont pas là où on le croit le plus souvent. Les différences sont très importantes et elles posent problème dans les conditions d'accueil, l'hébergement, les allocations. En revanche, la mise en œuvre du droit d'asile, vous prenez l'OFPRA ou la plupart des offices ailleurs en Europe, le mode de fonctionnement, la doctrine sont assez proches. De ce point de vue-là, contrairement à ce que l'on croit souvent. Moi, ce qui m'importe, c'est que si l'on crée une agence européenne de l'asile, c'est une proposition qui est sur la table, c'est le gouvernement français qui prendra position sur ce point. En tout cas, pour l'OFPRA, ce qui est fondamental, c'est que si cette agence devait être créée, qu'elle soit au moins aussi indépendante du pouvoir politique que l'est l'OFPRA en France. Alors lundi dernier, en une seule journée, en début de semaine, donc 6500 personnes ont été repêchées au large de la Libye par les gardes-côtes italiens. Cette route de la migration semble reprendre alors qu'on sait bien qu'on a verrouillé un petit peu celle entre la Turquie et la Grèce. C'est une inquiétude? Oui, bien sûr, c'est une inquiétude et un motif de mobilisation. Vous savez, nous le savons depuis plusieurs mois, nous avons une conjonction de drames politiques, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, la Corne de l'Afrique, et de drames de la migration dans la fuite de la misère. Et tout ceci ne donne plus lieu à des traversées que très minimes depuis la Turquie, depuis l'accord avec l'Union européenne. Mais comme l'on pouvait s'y attendre, on a une reprise des traversées depuis la Libye vers l'Italie. Vous avez mentionné le pacte migratoire avec la Turquie de l'Union européenne qui date de juin. En effet, on a l'impression qu'on leur a délégué en quelque sorte une partie de la gestion de ces migrants. Dans la situation qui était celle de l'Europe il y a encore quelques mois, qui était celle d'une arrivée massive de migrants dans des conditions d'absence de contrôle, avec toutes les difficultés lourdes que cela pose, et y compris du point de vue des opinions publiques en Europe. Cet accord était indispensable, et il est le bienvenu. Et notamment en ce qu'il comporte une aide très importante de l'Union européenne à la Turquie pour accueillir dans de meilleures conditions, la Turquie qui fait un effort extraordinaire pour accueillir les réfugiés dans ce pays-là. Alors pour la France, c'est une légère augmentation, mais vous tirez la sonnette d'alarme sur le manque de capacité d'accueil de ces demandeurs d'asile, d'accueil décent surtout. Je dirais qu'il faut être lucide. 80 000 demandes d'asile l'année dernière, une augmentation de 20% probablement cette année. Nous ne sommes pas devant un afflux massif.
Ça n'est pas vrai. Et donc il faut cesser de faire peur avec ça. Dans le même temps, c'est une pression forte sur tout le système pour l'OFPRA, qui doit continuer à réduire ses délais d'instruction et mieux protéger, mais aussi pour le dispositif d'accueil. Alors même que le gouvernement aura multiplié par 2 le nombre de places d'hébergement en France, c'est un effort de nature historique. Donc il faut poursuivre, puis régler des situations très particulières, mais qui sont très impressionnantes. Je pense à Calais. Il faut aller au bout de la logique qui a été engagée à Calais. L'OFPRA y prend sa part, de manière à ce que les gens puissent cesser de venir à Calais, et pour ceux qui s'y trouvent aujourd'hui, demander l'asile et être hébergés en France. Merci de cette analyse. Et pour terminer, on a beaucoup parlé avec nos diplomates des défis de la crise migratoire en Europe. Parlons aussi un peu opportunité. En votre compagnie, Lilian Thuram, bonjour. Bonjour. Je rappelle que quand vous avez terminé votre carrière de footballeur international en 2008, vous êtes engagé dans Éducation contre le racisme, c'est le nom de votre fondation. Finalement, cette crise migratoire, on en parle beaucoup en Europe de façon très négative. Effectivement, je pense que le discours politique qui accompagne ces migrations est un discours très négatif, un discours qui nous emmène à avoir peur. Et je pense qu'il faudrait des politiques à la hauteur qui expliquent que tout d'abord, les migrations, c'est la chose la plus naturelle qui existe au monde. D'ailleurs, il y a des Français qui vont vivre à l'étranger. Et très souvent, les migrations, on ne se pose pas la question pourquoi les personnes partent. Et très souvent, c'est lié aux guerres, c'est lié aux problèmes aussi tout simplement de survie. Et donc, je pense que ça doit nous emmener à une réflexion sur comment redistribuer peut-être les richesses qui existent sur cette planète. Et même en Europe, le vivre ensemble, dans nos sociétés, c'est possible. Et il faut rappeler quand même que la réalité de nos vies, c'est que les choses se passent bien. Il y a un vivre ensemble qui fonctionne très bien. Il y a une certaine fraternité entre les gens. Merci d'avoir repositivé l'ambiance dans Ici l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur France 24 et je vous retrouve comme toujours la semaine prochaine.